atteindre ce déficit d'1,7 milliard de dollars. Plusieurs en doutent, et dans un contexte où on vise toujours l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Chouane, quant aux coupures, à quoi faut-il s'attendre, en fait, aux coupures ou aux compressions? Il y a plusieurs mesures là, qui circulent. D'abord, en ce qui concerne les commissions scolaires, entre autres, on s'attend également à ce qu'on demande beaucoup d'efforts, assurément, aux différents ministères qui devront apprendre à vivre en fonction de leurs moyens. Quant aux commissions scolaires, on parle peut-être de compression de l'ordre de 100 millions de dollars qui pourraient être filés sous forme d'augmentation de taxes scolaires. Le réseau de la santé, assurément, sera sous la mire du gouvernement. On le sait notamment avec ces négociations avec l'étalement des salaires des médecins. On irait chercher un 400 millions de dollars. Tarif de garderie, indexation possible cette année et peut-être même annonce pour l'année suivante d'une augmentation. Ça reste à voir. Il y a la taxe sur les cigarettes qui pourrait bien sûr se réaliser. On va chercher à ce moment-là, c'est 50 cents par paquet, 100 millions de dollars supplémentaires et bien sûr, toutes ces subventions-là aux entreprises, on l'a souvent répété, on souhaite en fait réviser l'ensemble de ces subventions-là. Ce qu'on va surveiller de près en terminant, Chouane, d'abord, sur quelle croissance de revenus mise le gouvernement? On sait que jusqu'à maintenant, il semblait plutôt optimiste, contrairement à ce qu'a dit le vérificateur général. Et en terminant, le gouvernement Couillard a garanti qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes ni d'impôts. Ce sera tout un tour de force et ce sera très certainement le point le plus important à surveiller. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Au revoir. Alors, je retrouve maintenant mes deux invités, Mathieu Arès et Yannick Labrie. Si vous aviez des chaussures allemandes à 279 $, qu'est-ce que vous attendez dans ce budget qui sera présenté dans 30 minutes? C'est un défi considérable. L'annonce du vérificateur général hier de 4 milliards, c'est un bon coup politique dans le sens où, oui, ça met la table pour dire c'est dangereux. D'un autre côté, ça met beaucoup de pression sur le nouveau ministre en disant est-ce qu'on peut se payer une année de transition quand on doit trouver 4 milliards d'ici la semaine prochaine? Là. Donc, c'est un gros défi. Un gros défi également, 4 milliards de dollars. Je pense que c'est le chiffre que tout le monde retient. Oh, le défi est de taille, évidemment. Hein? Ça résulte d'un laxisme depuis au moins les 10 dernières années, sinon plus. Hein? On a toujours eu du mal à contrôler la hausse des dépenses, alors que les taxes, on le sait, hein? Il y a l'échéancier, les respecter. On n'a pas de mal à taxer les gens. Moi, je pense que l'effort doit être fait maintenant, alors que la population non seulement s'attend à des compressions, mais favorable à ce que le gouvernement se serre la ceinture un peu plus et donc diminue les dépenses publiques, là, plus ou moins. Si je vous parlais des chaussures à 279 $, je pense que vous avez compris que ce sont les chaussures que Carlos Letao s'est procurées hier, comme le veut la tradition. D'ailleurs, je vous invite peut-être à l'écouter parce que j'aimerais peut-être utiliser la métaphore qu'il a utilisée. Carlos Letao qui s'est payé lui-même ses propres chaussures. On peut entendre le ministre. C'est un budget de transition vers quoi? De transition vers une situation où nous allons maîtriser à nouveau nos dépenses publiques pour pouvoir être libres de nos choix. Et ce sont des chaussures de marche. Ça reflète la relance de l'économie. C'est évocateur du plan Nord, c'est évocateur de la stratégie maritime. Alors, des projets ambitieux pour Carlos Letao, mais est-ce que c'est possible de mixer relance et redressement en même temps et dans deux extrêmes? Bien, la relance, actuellement, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue en disant que les Québécois ont fait énormément d'efforts sur le plan financier. C'est pas le dernier gouvernement, mais ça remonte à plusieurs années. Le plan Nord, c'est surtout accompagner les investissements que le secteur privé pourrait faire. Donc, il y a une continuité. Quand il y a un projet qui va se présenter, ben oui, on l'accompagnera surtout sur le plan des infrastructures. Mais c'est dans l'ordre des choses. Ça se peut qu'il n'y ait pas de nouveaux projets, donc très peu d'argent comme tel, concrètement à court terme, pour voir. Il y avait le projet des infrastructures. Est-ce que ça va être tenu comme promesse électorale de vraiment hausser l'effort au niveau des infrastructures? Ça, c'est à voir. Peut-être que c'est là qu'on va étaler, disons. Mais d'une manière générale, ce qu'on s'attend, ça va être des coupes relativement peu originales parce que le gouvernement manque un peu de temps. Puis d'après moi, c'est peut-être une erreur politique dans le sens que les Québécois, il y a un certain consensus pour actuellement donner un coup et je pense peut-être que le gouvernement risque de passer à côté. Relancer l'économie et redresser l'économie en même temps, c'est faisable? Bien, le défi premier est celui de remettre les finances publiques en ordre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, relancer l'économie va se relancer d'elle-même si on laisse, par exemple, un peu plus les coûts des franges aux entreprises. Hein. Si on, au lieu de taxer et surtaxer,
ou de mettre, par exemple, des obstacles de point de vue administratif. Ça, on sait, si on se compare avec le reste du Canada, il y a beaucoup de ce genre d'embûches-là. On le soulève à maintes reprises. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, là, si on veut qu'il y ait une croissance économique qui soit au rendez-vous. D'ailleurs, on sait qu'il y a des entreprises dans l'industrie du jeu vidéo qui sont actuellement présents au huis clos et peut-être certains programmes. On sait qu'il y a beaucoup de crédits d'impôt dans l'industrie du jeu vidéo. Mais est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des programmes où l'État va cesser de venir en aide à certaines entreprises? Bien, je pense que de ce côté-là, si on veut libérer une marge de manœuvre pour le gouvernement, forcément, on subventionne, on aide beaucoup nos entreprises, beaucoup plus qu'ailleurs au Canada. Et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Hein. On n'observe pas une croissance de l'emploi ou un taux de chômage, des indicateurs du marché du travail qui fonctionnent mieux ici qu'ailleurs. Et puis, là, moi, je pense que, par exemple, des projets comme celui-là, où on avait annoncé en Gaspésie un investissement de 450 millions de dollars pour une cimenterie, moi, je pense que là, c'est vraiment pas dans... on ne peut pas s'en aller dans cette direction-là à ce moment-ci, là, assurément. Sur ce plan-là, le gouvernement est assez contradictoire. D'un côté, il y a deux projets controversés, le port Daniel qu'on vient d'évoquer. Il y a tout le secteur éolien aussi, qui n'est pas tenable économiquement. Donc, c'est des décisions politiques. Et d'un autre côté, on dit faut mettre de la compression sur les transferts, les subventions et tout, et tout. Donc, il y a un message un peu bizarre qui arrive du gouvernement à ce moment-ci. Il faut voir comment ça va vraiment se traduire. Au niveau si on prend l'analogie des secteurs vidéo, ben oui, c'est une subvention énorme, mais quand même, on n'est pas aux millions de dollars par emploi, là. C'est pas la même chose. D'accord. On s'arrête le temps d'une pause et on revient tout de suite après, notamment pour regarder ce que le vérificateur général a dit hier. On est à l'heure des choix difficiles et je pense que cette information-là doit être communiquée autant à la population qu'aux parlementaires pour qu'ils soient en mesure de faire les bons choix. Écoutez, dans le budget de février 2014, si vous examinez le budget de 2014, on mentionne que l'écart à résorber pour atteindre le déficit de 1,750 milliard, l'écart à résorber est de 150 millions. Et nous, on arrive à 4 milliards. Il y a un écart. On ne parle pas d'une marge d'erreur, disons, minime, là. Alors, vous venez d'entendre Michel Sanson, le vérificateur général par intérim du Québec, qui se prononçait hier en déposant son rapport spécial. Monsieur Sanson, qui a eu quand même des mots durs, certains diront que c'était une commande politique, mais au-delà du politique, il a un peu écorché le gouvernement précédent, notamment en ce qui a trait aux crédits qui n'ont pas été déposés en février dernier. Sur le fond, est-ce qu'il a raison? Bien, en fait, il a écorché effectivement le gouvernement précédent, mais je pense qu'on fait des cachotteries aux Québécois à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Et ça doit cesser. Ça n'a aucun sens. On doit avoir l'heure juste sur l'état des finances publiques. Et maintenant qu'il y a eu un engagement du gouvernement actuel d'avoir des élections à date fixe, bien, il faudra que le vérificateur général puisse statuer sur l'état des finances publiques avant qu'il y ait lancement des élections. Moi, je pense que ça, si on a ces mesures-là, là, il faut cesser d'avoir à chaque fois, là, on joue à l'autruche, là, on se relaie la balle. Moi, je pense que les Québécois ont droit à beaucoup plus de transparence en ce qui a trait aux finances publiques. Parce que le rapport du VG, c'était une commande spéciale. Oui, mais jusqu'à un certain point, on joue dans un vieux film. Hein? Donc, comme on disait, à chaque gouvernement, il y avait un peu ça. Dans le cas... C'est un secret de Polichinelle. Hein. Tout le monde se doutait qu'on était... Moi, je pensais que c'était 1 milliard qui était soustrait. Là, c'est 4. Donc, c'était même quelqu'un qui suit ça un peu était surpris. Effectivement, je pense que le moyen, c'est la transparence. Ça veut dire que lorsqu'il y aura des élections, il devra avoir un mécanisme un peu neutre qui permet d'avoir l'heure juste de point de vue financier. Je pense que ça fait partie de la démocratie pure et simple. Donc, vous avez été surpris par l'ampleur, par le chiffre du 4 milliards? Tout à fait. Oui. Vous? Oui, bien, il n'y a plus rien qui me surprend, à vrai dire, parce qu'à chaque fois, on entend ça. Chose certaine, je pense que là, on est à l'heure où on doit faire ces choix-là, parce que le mur, il est très, très proche. Sinon, on est arrivé là, vraiment là, à la croisée des chemins. Il faut faire des compressions et contrôler, pas simplement des mesures ponctuelles, mais des mesures qui vont faire en sorte qu'on va équilibrer les budgets de façon stricte et rigoureuse. Moi, je pense qu'on n'a plus pu se permettre de pousser en avant, pelleter en avant des dépenses
qu'on file aux générations futures. D'ailleurs, tout de suite après le dépôt du vérificateur général, tous les journalistes se sont tournés vers le Parti québécois pour voir s'il y a eu des erreurs passées. Je vous invite peut-être à entendre Stéphane Bédard, suivi de Nicolas Marceau, qui pour eux refusent tout blâme en ce qui concerne le dernier budget qui a été déposé en février dernier. On peut les écouter. Business as usual, c'est ça que je vous dis. Bien là, écoutez, s'il faut, à moins qu'ils en soient incapables, s'ils sont incapables, qu'ils laissent la place, puis moi, je vais continuer à en faire. J'aimais bien ça, d'ailleurs, le Trésor, je l'avouerai. C'est un beau défi. Dans les faits, c'est que tu te cibles, il y a une cible de dépenses, tu la respectes tout simplement. Et le grand défi, c'est à quel niveau va être la santé? Vous savez, le Trésor, ça se résume à il y a la santé puis il y a le reste, honnêtement. Là. Donc, et là, je comprends qu'actuellement, la santé, ils sont face à un échec. Bon, ils n'arrivent pas à une entente. Mais là, il ne faudrait pas faire porter le poids à tout le monde de cet échec-là, puis à l'ancien gouvernement. Écoute, cette entente-là, ils l'ont signée, j'imagine, en toute conscience, puis elle a un impact qui est phénoménal. Cette entente dont parle Stéphane Bédard, c'est bien sûr l'entente avec les médecins spécialistes. Est-ce que beaucoup de choses pourraient être réglées juste via cette entente-là? Oh non, c'est une entente, évidemment, c'est une entente qui se veut assez généreuse à l'égard des médecins spécialistes. On parlait d'un rattrapage par rapport aux médecins des autres provinces. Maintenant, là, je pense qu'on tente à refiler la balle sur un autre terrain parce qu'on ne veut pas affronter, justement, ce qui s'est produit et assumer un petit peu les décisions qui n'ont pas été prises. Il y avait des choix à faire à l'époque du gouvernement précédent qui n'ont pas été prises. Maintenant, la question des médecins spécialistes, de la rémunération, bon, peut-être qu'on peut gagner un peu de temps en étalant cette hausse salariale-là, ce rajustement-là, mais c'est marginal dans le contexte des efforts qui doivent être faits alors qu'on se parle. C'est extrêmement marginal. Il y aura d'autres choix, peut-être des choix difficiles, mais qui devront être faits, et donc ce sera des compressions, évidemment, aux dépenses publiques. Oui, effectivement, c'est un gros dossier. Je suis assez d'accord que ce n'est pas le seul dossier. On n'aurait pas accordé aucune augmentation aux médecins spécialistes et on sera encore un mur de 3,5 milliards à trouver. Donc, c'est pas que la santé. La santé est un gros morceau. Je pense que là-dessus, il avait tout à fait raison. Les médicaments, ces choses-là. Mais aussi, c'est le fonctionnement même de l'État. On a eu des augmentations d'effectifs. On a eu des augmentations de la rémunération. Cette année, il y a 1 milliard de plus qui s'ajoute simplement par les indexations normales, négociées de conventions. Le budget de l'État, c'est surtout des salaires de fonctionnaires. C'est 70 à peu près de tout ce qu'on dépense. Donc, il faut s'attendre effectivement soit des rationalisations, soit un gel. L'année prochaine, c'est un gros dossier parce que c'est les négociations collectives qui s'en viennent. Non, c'est tous les ministères qui vont y toucher. L'autre solution miracle du Parti québécois pour résorber une partie du problème, c'est l'augmentation des tarifs pour les CPE, les fameuses garderies à 7 $. Là, je sais que le Parti libéral a lancé plusieurs ballons d'essai, notamment la modulation des tarifs selon le revenu pour les garderies, mais il y a également plusieurs autres ballons d'essai qui ont été lancés par le Parti libéral, que ce soit au niveau de la taxe scolaire ou la vente d'actifs pour la SAQ ou Hydro-Québec. Ça, c'est avec le rapport de M. Godbout et de M. Montmarquette. Est-ce qu'il y a un ballon d'essai qui vous semble réalisable ou qui pourrait être appliqué sans que ça cause trop de perturbations? Bien, c'est certain que tous ces programmes-là qui misent sur une tarification, les hausses doivent se faire en fonction de l'inflation, de hausse du coût de la vie. Il y a eu un gel pendant plusieurs années en ce qui concerne les garderies à 7 $. Ça a été la même chose avec les frais de scolarité et on a connu une crise et inutile d'y revenir. Mais il faudra cesser de se déchirer la chemise à chaque fois parce qu'on a, d'un point de vue politique, pensé qu'il s'agissait d'une bonne décision de geler ces tarifs-là. Évidemment, les tarifs doivent augmenter en fonction de la hausse du coût de la vie, là, assurément. Ne pas augmenter les taxes et les impôts, vous pensez que c'est possible? Il va dire qu'ils ne le font pas, mais ils vont le faire. Minimalement, probablement les cigarettes, probablement, c'est un point direct, mais on va pressurer l'Auto-Québec pour nous lancer des nouvelles façons de devenir millionnaire sans travailler. Oui, il va y avoir une tarification, probablement comme la taxe santé, on va revenir. On parlait ici d'une modulation des frais de garde. C'est une très mauvaise idée parce que ça va devenir excessivement compliqué parce qu'il va falloir que vous présentiez votre rapport d'impôt de l'année passée pour savoir combien vous avez gagné. C'est ingérable. Donc, d'après moi, ça ne sera pas suivi. D'accord. On s'arrête le temps d'une deuxième pause et on revient dans 2 minutes.
Ils vont couper, ça c'est sûr, certains n'ont pas le choix, là, mais malheureusement. C'est la vie, ça là. Ils vont couper partout. Ça va nous affecter encore. Qui respecte ses promesses. C'est-à-dire? Bien, ça aurait été fun. J'ai parlé des histoires de taxes santé, ça n'a jamais été respecté encore, puis les familles surtout. Là. Les garderies qui augmentent, ça me dérange un peu moins, parce que je me dis, mener, ça peut pas toujours rester bas comme ça. Bon, c'est sûr, ils vont couper, puis ils vont se le donner à les autres. Donc, des citoyens qui semblent visiblement résignés. Dans le fond, est-ce une bonne chose qu'ils soient résignés ou au contraire, il aurait fallu qu'on respecte les promesses électorales? Mais souvent, on sous-estime la sagesse populaire. Les gens, ils sont conscients qu'on ne peut pas vivre comme ça, donc dépenser plus que ce qu'on gagne et envoyer ça sur l'hypothèque de la maison. À un moment donné, les taux d'intérêt augmentent, puis c'est le banquier qui nous appelle. Donc, et je pense que les gens, il y a une sagesse populaire ici. Donc, c'est dans le comment. L'objectif est assez facile à dire que tout le monde est d'accord pour arriver à un équilibre, mais évidemment, on va se chicaner beaucoup pour comment y arriver. Puis, moi, d'après moi, je pense qu'il y a des bons souliers parce que la pente est abrupte. D'ailleurs, vous disiez, même si le gouvernement n'augmente pas les taxes ni les impôts, quelque part, on va rattraper le consommateur d'une manière ou d'une autre. Ah, tout à fait, tout à fait. On va l'avoir dans par exemple, les taxes scolaires. Il va y avoir un 100 millions qui vont nous être envoyés via les commissions scolaires, comme l'année passée. Probablement, on parle des cigarettes, on parle probablement de l'auto, peut-être aussi l'alcool. Donc, des petites taxes qui sont, en guillemets, de luxe. Mais si on les ajoute, je ne sais pas, moi, sur une bouteille de vin, on est rendu à 80 de taxes et 20 de liquide. Moi, je suis d'accord avec mon collègue à l'effet que la population, elle est consciente qu'il y a, du côté du gouvernement, là, un effort à faire pour comprimer les dépenses publiques. Les citoyens le savent. Eux-mêmes ne vont pas penser pouvoir s'enrichir en dépensant plus que ce que leur revenu leur permet. Alors, un dernier sondage léger disait que 71 de la population était d'avis qu'on devait comprimer les dépenses publiques et maintenir au niveau actuel les taxes et les impôts. Et moi, je pense que ce serait une erreur du gouvernement de chercher par la bande à taxer les citoyens pour boucler son budget, par exemple via la taxe sur les cigarettes. On a entendu des bribes d'informations l'effet qu'il irait peut-être dans cette direction-là, harmoniser avec ce qui se fait dans d'autres provinces. Bien, maintenant, comment ça va se traduire? Est-ce que là, on va encourager les illégaux, la contrebande? Est-ce que les gens... Vous savez, les gens vont réagir à ce genre de mesures-là. Ils vont chercher à contourner. Et là, ça va pénaliser surtout des gens peut-être à plus faible revenu, ce qui serait contre-productif. Un autre aspect qu'on a déjà légèrement abordé, c'est la privatisation de certains actifs de sociétés d'État, comme la SAQ ou encore Hydro-Québec. Vous seriez favorable, même si ça pourrait injecter qu'un certain montant d'argent de façon temporaire? Oui, temporaire, mais c'est pour d'autres raisons aussi. Si on privatise la SAQ, c'est une question peut-être de bonifier l'offre de produits. On a des exemples qui sont probants, par exemple en Alberta, où on a vu une augmentation du nombre de petits détaillants qui offrent un service vraiment qui est valorisé par la population, des prix qui sont peut-être plus avantageux aussi. Et d'autre part, le gouvernement, au lieu d'être propriétaire, si vous voulez, de ces succursales-là et d'avoir le monopole, il retire des revenus via la taxe, par exemple, sur ces produits-là. Il pourrait avoir une rentrée d'argent au même titre qu'à l'heure actuelle, le dividende qui est versé à l'État par la SAQ. Effectivement, il y a peu d'arguments économiques qui défendent la propriété unique dans le domaine de la vente d'alcool et de vin. D'ailleurs, c'est le seul produit de consommation que l'État garantit. On ne le fait pas pour le pablum, on le fait pour le vin. La question d'Hydro-Québec, c'est un peu plus... C'est plus controversé d'après moi parce que Hydro-Québec est quand même un volet plus développement. Donc, évidemment, les grands chantiers, il y a la question de toute la politique énergétique pour les grandes entreprises, alors que ça, on ne voit pas ça du tout du côté des vins. Même les petits producteurs québécois ont de la misère à mettre leurs bouteilles sur les tablettes. Donc, c'est deux débats séparés. Puis, d'après moi, le gouvernement n'ira ni dans un ni dans l'autre. Un dernier point que j'aimerais peut-être aborder concernant cette fameuse chaussure de randonnée. Carlos Letao disait qu'il voulait quand même relancer le plan Nord et son chantier maritime. Quelle marge de manœuvre qu'il a pour mettre en branle ces deux grands projets-là? Aucun. Le plan Nord, d'après moi, ça a toujours été plus un slogan qu'un plan. Et donc, l'idée, c'était simplement d'accompagner les projets miniers.
Or, actuellement, ce qui décide des projets miniers, c'est le prix de la ressource, du fer, du cuivre et tout. Ces marchés mondiaux, et actuellement, sont déprimés. Et tant que les prix ne remonteront pas, ben, les entreprises n'investiront pas et donc le gouvernement n'aura pas à accompagner. Moi, je pense que c'est simplement de la scène politique économique dans le sens que quand il y a un projet viable, oui, on va y aller. Mais actuellement, à court terme, compte tenu des marchés mondiaux déprimés, je pense qu'à court terme, on ne verra pas grand-chose. Donc, il n'y aura pas de création d'emplois non plus liée à ces deux grands projets-là? Bien, il y a des moratoires sur beaucoup de choses au Québec. Hein. Il y a l'uranium, il y a le gaz de schiste, il y a tout le projet d'Anticosti. Là, on pense que le gouvernement va continuer dans... Bien, il a déjà annoncé qu'il allait faire du forage de prospection. Oui, il y a certaines idées. Est-ce que c'est l'État qui doit être là-dedans? Bien, ça, c'est un débat c'est un choix politique à ce moment-là. Oui, je suis de cet avis-là, à savoir, bon, il faut exploiter nos ressources naturelles, évidemment. On voit qu'il y a d'autres provinces qui parviennent à boucler leur budget, justement, étant donné les revenus qui découlent de cette exploitation-là. Maintenant, il faut cesser ces moratoires-là et je pense que s'il y a une implication en bord du gouvernement, c'est peut-être simplement de mettre en place des mesures, des incitatifs qui vont permettre à des entrepreneurs privés d'en tirer un avantage, bien évidemment. Donc, peut-être pas une participation directe du gouvernement, là, comme c'était annoncé avec le gouvernement précédent. Yannick Labrie, Mathieu Arès, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve tout de suite un peu avant 17 h, le temps que le budget soit présenté. C'est ce qui complète cette première portion de notre couverture. Restez avec nous parce que Paul Larocque prend le relais pour la prochaine heure en compagnie de l'économiste Jean-Denis Garon de l'UQAM. Il analysera le document. Quant à nous, on se retrouve juste avant 17 h.